Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue pour cette 63e édition de Fréquence Orage d'Acier. Alors, après l'interruption estivale, nous reprenons du service, messieurs. Nous nous sommes fait la réflexion avec les copains que la jeunesse française manquait cruellement de modèles. Et les évocations que nous allons faire ce soir de ces grands personnages de l'histoire de France, de ces figures, de ces modèles, ne sont pas là pour évoquer justement des souvenirs, fussent-ils agréables et flatteurs pour l'histoire nationale. Non, il s'agit pour nous d'invoquer un exemple. Comme le disait notre maître Philippe Champion devant la statue de Jeanne d'Arc il y a quelques années de cela, en effet, évoquer ces figures de l'histoire française n'est pas pour nous une occasion d'un exercice littéraire, quoi qu'en disent les trolls du net. Nous ne sommes pas du tout là dans un salon bourgeois pour faire tourner des noms dans nos bouches. Non, il s'agit pour nous d'invoquer des exemples pour la suite des opérations, c'est-à-dire pour la reconquête, car il n'y a vraiment que cela qui compte à nos yeux. Je voudrais, à cette occasion aussi, puisque nous reprenons nos opérations, messieurs, faire un bref détour par l'expérience que nous avons eue cet été à l'Université d'été d'Academia Christiana, puisque nous y étions à peu près tous présents. Alors, capitaine, puisque vous êtes là à mes côtés, nous sommes aussi en présence de François Mélier et de Baudouin, qui rejoint l'équipe pour cette première émission pour lui. Donc nous souhaitons évidemment la bienvenue. Alors capitaine, qu'est-ce qu'on peut dire très brièvement de cette UDT ? On fera une émission de bilan, je pense, avec le président Victor Robert d'Academia Christiana pour justement parler des résultats et des perspectives à l'issue de cette université d'été. Mais comme ça a été quand même ce qui a rythmé les mois de relâche de juillet et août, la préparation et la tenue de cette université d'été, je voudrais quand même qu'on en dise un mot en introduction de cette émission. Eh bien écoutez, je dirais que pour notre université d'été de cette année, dont le thème était la reconquête des esprits, des corps, des âmes, une reconquête fondamentalement politique, nous avons assuré notre objectif qui était, comme chaque année depuis maintenant 5 ans, de véritablement former les catholiques en politique. Nous avons donc reçu une trentaine d'intervenants sur des sujets divers et variés comme l'écologie, la justice sociale, l'identité, la souveraineté, la liberté, des sujets aussi politiques mais aussi des sujets philosophiques, spirituels, avec des abbés. Nous sommes assez contents de cette université d'été puisqu'elle nous a permis de brasser environ 200 personnes sur une semaine, avec des familles, une très bonne ambiance, des jeux, des chants, de la tradition. Je pense que cette université d'été, voilà, c'est un peu l'édition de la maturité pour notre jeune association qui a maintenant 5 ans. Et alors vous pouvez voir que sur notre page YouTube des conférences commencent à être mises en ligne. Il y en a une trentaine, elles seront disséminées tout au long de l'année jusqu'à l'année prochaine. Et je remercie par avance les auditeurs d'Orage d'Acier qu'on a pu rencontrer là-bas. Et je souhaite aussi bonne chance à toute cette génération de jeunes catholiques entre 20 et 25 ans. Je les remercie d'être venus pour se former et surtout de continuer leur engagement pour cette année. Oui, d'ailleurs, je salue notre camarade de la Nouvelle-France, du Québec, qui est venu à cette université d'été, je crois, par le truchement de Fréquence Orage d'Acier, parce qu'il est un de nos auditeurs. Alors voilà, je lui envoie mes salutations bien amicales parce qu'on a passé des moments sympathiques avec lui, comme avec aussi un de nos camarades venus de Belgique, qui se sentait un peu seul, je crois, de l'autre côté du Kiévrin sur ces sujets, parce que quand vous êtes centriste en Belgique, vous êtes déjà d'extrême droite, alors c'est compliqué. Mais c'était en effet une université d'été aussi assez internationale. On avait la présence d'un Suisse, d'un Suédois également. D'une Allemande. Donc non, une belle université d'été. Un autre point que je voulais souligner, parce que vous l'avez dit quand même, c'était la présence des familles, des enfants. De nombreuses familles en fait avec des enfants en bas âge étaient présents, en particulier des gens de la maîtrise. Je pense là en particulier aux épouses et aux enfants de ceux qui organisent, à la fois Victor et Julien, mais aussi des familles du coin, de Normandie, qui sont venues à ces moments de réflexion et aussi de partage, parce que nous avons passé des moments de convivialité d'une vraie communauté en naissance en fait. Ça c'était quand même très encourageant. Il y a des choses qui ont été prévues pour ces familles, et je sais que l'année prochaine cela sera encore plus approfondi, étendu, parce que faire la place aux familles en fait c'est garantir la pérennité du combat, et on peut pas faire de politique qu'avec des gamins de 20 ans évidemment. Un autre point aussi que je voulais souligner du succès de cette UDT, c'était la cuisine. Parce que pour la première fois, l'Academia Christiana s'est mis d'une certaine façon en parfaite cohérence en fait avec le programme qui est proposé aux campeurs, aux académiciens. L'ensemble des produits
qui étaient proposés lors des repas, tous cuisinés sur place par l'équipe de cuisine, étaient de saison, locaux. Donc ça, c'était aussi je dirais une chose importante de pouvoir aller dans la cohérence sur ce terrain et montrer que l'enracinement, c'est pas que des mots. François Mélier, bonsoir, merci d'être en notre compagnie. Baudouin, bonsoir. Bonsoir. On va évoquer avec vous donc quelques-unes de ces figures héroïques, de ces héros français. Capitaine? Quand on a décidé de faire cette émission, on a décidé de la faire pas justement sur des très grandes figures très connues comme peuvent l'être Jeanne d'Arc, Saint-Louis ou plein d'autres héros nationaux, mais sur des gens plutôt peut-être un peu moins connus. En voyant en fait ces gens moins connus qui sont nos héros nationaux, qu'on se rend compte de l'extraordinaire vivier, de l'extraordinaire grandeur de notre pays, et tous ces héros sans nom, souvent même morts au combat, et je pense qu'une foule d'eux sera à jamais inconnue. Mais donc voilà, on a parlé de gens peut-être un peu moins connus pour aujourd'hui. Alors on a choisi quand même d'axer ça plutôt sur des hommes d'action d'ailleurs, parce qu'on aurait pu évidemment s'arrêter sur les intellectuels. Là, le Panthéon les artistes, etc. Le Panthéon est voilà innombrable. On aurait pu parler des artistes, des intellectuels, des philosophes, que sais-je, des grands penseurs, non, ou même des grands auteurs. On a choisi là de plutôt se concentrer sur des héros français, des hommes d'action, parce qu'encore une fois, la politique, c'est l'action, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on propose cette galerie de portraits. On va faire cette première émission, mais je crois qu'on reviendra. D'ailleurs, je tiens à lui rendre hommage. C'est Adrien Abosi qui nous avait soufflé l'idée de faire une émission sur des grandes figures. Alors nous commençons ces séries sans lui, mais je sais qu'on aura l'occasion évidemment d'évoquer avec lui aussi des grandes figures de l'histoire de France, parce que c'est une de ses passions. Alors on va peut-être commencer par le premier. Alors François, quelle est la première figure que vous avez choisie pour nos auditeurs? Alors la figure que j'ai choisie, c'est la figure de D'Artagnan, puisque cette figure a été popularisée par le roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. C'est un roman d'ailleurs qui intervient à un moment assez intéressant de l'histoire, puisqu'il arrive sous le règne de Louis-Philippe, et en fait c'est une époque où les gens sont assez friands de romans pseudo-historiques, c'est-à-dire qu'on ne colle pas vraiment à la réalité. Et le problème de ce D'Artagnan, c'est que précisément il y a beaucoup de romances autour de ce personnage. Personnage historique alors. Oui, personnage réellement historique qui a vraiment existé, mais dont le roman de Dumas ne décrit pas exactement réellement la vie. Oui, on peut même dire que le personnage historique a d'une certaine façon été éclipsé par sa figure romanesque. Oui, tout simplement aussi parce que en fait les sources sont assez maigres. Il existe simplement une mémoire qui a été écrite sur les mousquetaires, donc sur D'Artagnan, mais cette mémoire en fait a été reprise par Dumas et totalement romancée. Ce qui en fait fait qu'aujourd'hui, la seule réalité imaginaire qu'il en reste, c'est le roman d'Alexandre Dumas. Donc pour commencer, en fait, D'Artagnan, de son vrai nom Charles de Basse de Castelmore, dit D'Artagnan, est né au début du XVIIe siècle sous le règne de Louis XIII. On connaît donc peu de choses sur le véritable D'Artagnan, sinon qu'il monte vers Paris vers 1630, à environ 20 ans, où là il prend le nom de sa mère qui s'appelait de Montesquieu d'Artagnan. On ne sait pas trop pourquoi elle a choisi le nom de sa mère. Il semblerait que c'était pour une raison de prestance sociale. Ce nom était plus connu à la cour que celui de la petite famille de Basse de Castelmore. Donc il s'engage auprès des cadets de Gascogne avec son parent, monsieur de Tréville. Il est ensuite enrôlé dans les mousquetaires du roi sous la protection de Mazarin. Alors là-bas, il a fréquenté Athos d'Hauteville, Porto, alors pas Porthos mais Porto, et Aramis, et non Aramis, qui sont donc ses fidèles compagnons dans le roman de Dumas qu'il a retranscrit avec fidélité. Il est donc pendant un temps geôlier de la Bastille et conduit Fouquet, qui était donc le surintendant des finances. Il le conduit jusqu'à la Bastille. Fouquet a été pris dans une affaire politico-financière. En qualité de geôlier de la Bastille, il l'emmène de Nantes puis à Angers pour arriver à la Bastille où le personnage est en Bastille évidemment. Donc à cette époque-là, il faut aussi comprendre que, le roi crée des compagnies de mousquetaires qui sont des compagnies d'environ 200 hommes. Il crée une compagnie. Cette compagnie est créée sous Henri IV et après évoluera avec Louis XIII, Louis XIV. Et d'ailleurs, les derniers mousquetaires, c'est, je crois, la Restauration. Donc le nom des mousquetaires vient du mousquet. En fait, le mousquet est une arme, c'est un fusil. Un fusil qui pèse quand même entre 5 et 9 kilos pour à peu près 1 mètre de long, qui peut tirer à 400 mètres. C'est-à-dire qu'en fait, il peut tuer une personne à 400 mètres, puisque les charges font entre 50 et 60 grammes. Plus tard, Richelieu est menacé de mort par le frère de Louis XIII, Gaston dit le traître.
Et donc Louis XIII ordonne à Richelieu, pour se protéger, de constituer une garde. Donc au début, cette garde n'est pas une garde de mousquetaires, mais elle va ensuite évoluer sur ce système. Donc ce seront des mousquetaires qui auront un costume, ou plutôt un uniforme rouge, puisque le cardinal porte la pourpre. Ils sont mieux d'ailleurs payés que les mousquetaires du roi, puisque les mousquetaires du roi s'équipent à leurs frais, tandis que Richelieu, dans sa grande mansuétude peut-être, équipe ses mousquetaires. Alors donc d'une certaine façon, D'Artagnan, lui, a été garde du cardinal, en fait. Alors non, lui, D'Artagnan, en fait, est le garde du roi. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant la relation qu'il noue avec Louis XIV, puisqu'il connaît Louis XIV très jeune, puisqu'en fait, il le protège pendant la Fronde, et il nourrira une amitié peut-être pas, mais en tout cas, il a des forts liens avec Louis XIV, et ce qui peut aussi expliquer un peu son ascension sociale, puisqu'il cumulera les titres, des titres qui sont pour certains honorifiques, certains qui renferment une vraie charge. On pense notamment lorsqu'il a été nommé gouverneur de Lille, une grosse place forte qui a été construite par Vauban. Il a ensuite même été fait maréchal de Caen, donc ce n'est pas un maréchal de France, mais maréchal de Caen, c'est quand même un poste assez important. Plus tard, Mazarin lègue au roi la garde et qu'il a hérité de Richelieu. Donc on a en fait deux compagnies de mousquetaires, avec les mousquetaires noirs qui sont la première compagnie, celle qui a toujours été dédiée au roi, et l'on imagine un peu comme dans l'imaginaire populaire, les hommes avec des moustaches, avec des chapeaux, qui sont plutôt des jeunes hommes assez beaux, puisque ce sont des hommes d'ailleurs assez jeunes, qui ont une vingtaine d'années. Et ensuite, donc cette première compagnie, et la seconde compagnie, qui sont les gris, qui est en fait la garde ex-cardinal, c'est-à-dire ceux qui sont auparavant au service du cardinal, qui ensuite rentrent au service du roi. Alors pourquoi les noirs et les gris? Puisque les mousquetaires du roi avaient pour habitude de monter des chevaux noirs, tandis que les gardes du cardinal, eux, avaient des chevaux de toutes les couleurs, donc il a bien fallu leur trouver un sobriquet, oui. Ouais, voilà, un nom, voilà. Alors je parlais de l'âge des jeunes mousquetaires, puisque j'ai dit à l'instant que D'Artagnan montait vers Paris vers 1630 pour s'engager ou plutôt appelé au service du roi comme mousquetaire, donc à environ 20 ans. Ce sont donc des hommes assez jeunes qui viennent souvent de Gascogne d'ailleurs. Fait assez intéressant, il fallait avoir des quartiers de noblesse pour entrer chez les mousquetaires. Il y avait cependant une exception pour les jeunes gascons donc qui avaient été condamnés, qui avaient en fait qui avaient un casier judiciaire, alors un peu particulier puisqu'il fallait avoir combattu dans 3 duels, avoir été condamné pour 3 duels, sachant qu'à l'époque le duel était condamné de la peine de mort. Oui, on se souvient de l'affaire de Saint-Marc qui a été exécutée en fait je crois par Richelieu. Si je me souviens bien, voilà, parce que l'interdiction du duel, en gros, le duel décimait la noblesse française, en fait. Exactement, en fait, c'est Richelieu qui porte l'interdiction du duel. C'est une époque où il y a peu de guerres. Louis XIV n'est pas encore rentré dans son règne où il va mener énormément de guerres. Donc, à cette époque-là, effectivement, la jeunesse s'escarmouche, comme aujourd'hui, on pourrait dire les bagarres dans les bars, quoi. Sauf qu'à l'époque, c'est des duels un peu, voilà. On parle parfois même on avance un chiffre de 4000 morts par an, par duel. Ouais, c'est considérable. Enfin bon, bref, donc il fallait avoir soit des quartiers de noblesse, soit avoir été condamné pour 3 duels. C'est amusant, c'est le seul délit qui d'une certaine façon, qui vous destine à la carrière. Donc quelque part, le Gascon, c'est vrai, le Gascon est connu pour être un personnage farouche, souvent orgueilleux, sourcilleux, probablement qui est recruté chez les Gascons pour leur qualité, je dirais pour leur tempérament. Ouais. Alors oui, voilà, c'est pour leur tempérament. On dit même que D'Artagnan et ses compères ont bu plus de vin que de raison. Ils avaient l'habitude des jeunes femmes. On connaît peu de choses de la vie de D'Artagnan, sinon qu'il a été marié, qu'il a eu un mariage assez malheureux. Il a quand même eu deux fils, prénommés tous les deux Louis, comme son mentor, son maître Louis XIV. Il a gravi, on va dire, l'ascenseur social, si on peut dire, dans quelques mesures. Gouverneur de Lille, ensuite il a même été, je me souviens plus exactement du titre, mais il a été celui qui s'occupait des chiens de petite vénerie du roi. Je crois que c'était pour la chasse au chevreuil. La chasse au chevreuil, exactement. La vénerie la vénerie au chevreuil. Ce qui en fait lui donnait des émoluments, puisqu'à chaque fois qu'on acquiert un titre, on cumule aussi la solde. Et ensuite aussi, cette charge lui avait permis d'avoir même un appartement à Versailles. Il meurt au siège de Maastricht en 1673, alors qu'il était au commandement de 300 grenadiers et de 100 mousquetaires. Alors sa mort est vraiment romancée par Alexandre Dumas, puisqu'Alexandre Dumas raconte en fait qu'il meurt au moment où il devait recevoir son bâton de maréchal
de maréchal Fleur de Lysée, de maréchal de France. Et en fait, Alexandre Dumas raconte, le messager du roi arrive pour lui avec le coffre dans lequel est le bâton de maréchal. Et là, une explosion, D'Artagnan meurt, le bâton roule, et il ne le reverra plus jamais. Il termine ses mots: Aramis, Porthos, adieu, nous ne reverrons plus jamais. Mais alors ça, c'est quand même prédestiné d'une certaine façon, ce siège de Maastricht. Ça nous envoie un signal très, très amusant parce que les plus jeunes ne le savent probablement pas, mais en 92, il y a eu un référendum important en fait sur la destinée de l'Union européenne, enfin de ce qui va devenir ensuite l'Union européenne, et la France va voter oui à Maastricht, c'est un très très faible écart. Et à ce moment-là, évidemment, il aurait été utile, intéressant. Je sais que ça a été fait, en particulier par la compagnie d'Artagnan et Planchet, autour de la figure picaresque de François Marin-Fleutot, historien des royalistes dans la Résistance et de sans autre chose encore. Cette figure de D'Artagnan, justement, comme patron du combat pour la souveraineté française. Parce qu'il faut se souvenir que voilà, D'Artagnan meurt à la tête de ses hommes en défense en fait des Flandres françaises dans les guerres contre les Pays-Bas, qui sont à l'époque une dépendance espagnole. La France est en guerre en fait avec les Habsbourg, mais à ce moment-là, en effet, la France est engagée dans un combat pour la définition d'une certaine façon de ses frontières définitives dans les Flandres, où un certain doute, je dirais, règne, et où justement l'île, place, vous le disiez tout à l'heure François, qui a été confiée à D'Artagnan, est l'avant-poste de ce combat, qui est non seulement un combat militaire, mais c'est surtout un combat politique. Il faut bien comprendre que là, c'est la guerre de la France et des empires. C'est la guerre de la France pour son indépendance face à l'empire Habsbourg. François. D'Artagnan meurt, donc il meurt pas comme l'a raconté Alexandre Dumas. En fait, il meurt, il est, semble-t-il, dans sa tente, il est au repos, et il entend une contre-offensive des Espagnols. Et à ce moment, il décide d'aller rejoindre ses camarades d'armes. Et en fait, il meurt d'un tir de mousquet à la gorge. Il a eu l'honneur ou le privilège, peut-on dire, d'avoir une messe qui a été dite pour le repos de son âme dans sa tente, là où il dormait. Quand même, D'Artagnan, belle figure française qui est mondialement connue. Absolument. Il y a eu des adaptations aussi de films au cinéma américain, alors pas forcément très réussis d'ailleurs. Absolument, absolument. Il y a eu, alors je pense qu'on a eu pas mal dans les années 50, 60, 70, il y a eu toute une vague de KPDP, mais j'ai regardé justement il y a quelques mois de ça, un film sur les Trois Mousquetaires, je crois sorti en 2012, donc production américaine, un film, un four total, c'est le bide, c'est donc film grand public, bien sûr, alors on a l'histoire où D'Artagnan est un jeune qui monte à Paris, donc ça colle encore un peu. Ensuite, ça devient une espèce de guerre, on sait même pas trop avec qui, avec une espèce de société secrète qui a des bateaux, en fait avec des montgolfières à la place des voiles, donc il y a une espèce de bataille de bateaux volants. Le roi de France est présenté comme dans nombreux films modernes, sous des airs totalement efféminés. Il ne s'occupe que de la couleur de ses bas. Et toute la cour est absolument ridicule. La monarchie est tournée en dérision. Et donc vraiment un film, même plus un divertissement tellement l'histoire en est grotesque et à fuir donc. Alors il y a un film je crois qui a retenu la critique, c'est un film La fille de D'Artagnan, oui, un film de 94. Avec Sophie Marceau, Philippe Noiret, oui. Claude Rich. Baudouin, vous l'avez vu ce film ? Oui, je l'ai vu et il est très accessible à tous les niveaux d'âge. Oui, il est très sympathique. Moi, je l'ai vu quand il est sorti au cinéma, donc vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Et alors, c'est tout à fait la recette. Alors, c'est un petit peu léger à la française de ce cinéma de ces années-là. Donc, pas très sérieux sur le plan historique, avec le méchant du film qui est incarné par Claude Rich, qui est juste un personnage délicieux. Enfin, je veux dire, Claude Rich dans le rôle est sublime. Rien que pour sa prestation à lui, ça mérite d'être vu. Alors, je voudrais revenir quand même à D'Artagnan à proprement parler. Vous disiez, François, qu'il est mort d'une balle dans la gorge, tirée par un mousquet. Cela nous donne quand même une indication. C'est qu'il était probablement devant ses hommes. On le voit à la tête de ses hommes, probablement en première ligne. Ça doit être pour nous une incitation aussi à imiter ce procédé. C'est-à-dire que lorsqu'on est en responsabilité, il faut toujours être avec ses gars, et de préférence en première ligne, toujours donner l'exemple. La devise souvent qu'on attribue aux mousquetaires, c'est un pour tous, tous pour un. Alors cette devise est inventée. Il y a donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux compagnies. Alors la première compagnie, la compagnie des Noirs, a comme devise une devise latine. Je vais vous épargner le latin, voilà. C'est la suivante: là où j'accours, accourt la mort. On pourrait
rapprocher ça de Viva la Muerte peut-être. Et la deuxième est la deuxième compagnie avait comme symbole un soleil dont les rayons étaient campés par des flèches, et cette devise en fait raconte que ces flèches sont extrêmement aiguisées. Allez, à cette époque-là, on n'avait pas peur d'afficher la couleur. Voilà, là où j'accours, accourt la mort. Capitaine, on passe à la figure suivante. On reste sur de l'homme d'action, on reste sur du cavalier, on reste sur de l'homme d'armes. Nous allons parler du général de La Salle. Là, on est au XVIIIe siècle. Antoine-Charles Louis de La Salle naît donc en 1775 à Metz. Il est le fils d'une famille de noblesse lorraine. Son père a fait carrière dans l'administration militaire, s'est marié à une femme énergique qui s'appelle Suzanne Dupuis de la Garde, une femme énergique qui a beaucoup d'affection pour son jeune fils Antoine donc. Dès 11 ans, le jeune Antoine choisit la carrière des armes. Il entre comme en école de sous-lieutenant de remplacement dans un régiment d'infanterie d'Alsace, donc dans sa région. En 1791, donc la Révolution française bat son plein et La Salle doit quitter son régiment pour rejoindre Paris, la répression s'exerçant contre la noblesse dont il est issu. L'oblige, si vous voulez, à suivre sa famille. 2 ans plus tard, il intègre un régiment de chasseurs à cheval. Il gagne très vite ses premiers galons, puisqu'il est fait maréchal de logis à 18 ans, puis capitaine à 21 ans. On voit beaucoup, alors là ce soir dans les portraits qu'on va décrire, mais même dans l'histoire de façon générale, que beaucoup plus jeunes, tous les grands hommes en fait, ou même tous les hommes, avaient déjà fait, on va dire, beaucoup plus de choses que les gens aujourd'hui à leur âge, étaient capables de manier les armes, avaient une grande culture. Enfin, vous croisez aujourd'hui quelqu'un de 21 ans dans la rue, il y a de grandes chances pour qu'il n'ait rien fait d'extraordinaire dans sa vie il était déjà cavalier éprouvé à 18 ans, quoi, par exemple. Absolument. Donc pour revenir à sa vie, il commence à distinguer lors de la campagne d'Italie en 1796. Le fringant officier entretient alors une relation amoureuse avec une marquise, la marquise de Sali, qui habite Vicenze, je sais pas si je prononce bien, une ville que les Français en fait viennent d'abandonner à une offensive autrichienne. Oui, là on est dans les guerres donc de la fin de la Révolution c'est les guerres c'est les aventures napoléoniennes, quoi. On n'est pas encore dans le Bonaparte empereur. Mais on est ça doit être sous le Directoire si je ne m'abuse pas. Donc là c'est la campagne d'Italie, donc dans laquelle Bonaparte est embarqué comme commandant en chef des forces françaises en Italie. Absolument. Donc La Salle entretient une relation amoureuse avec une marquise italienne dans une ville que les Français viennent d'abandonner aux Autrichiens. L'offensive autrichienne donc a obligé les Français à reculer, mais La Salle n'hésite pas à prendre des risques pour aller voir celle qu'il aime. La nuit, donc après la perte de la ville, il arrive à franchir discrètement les lignes adverses avec une petite troupe, et après avoir caché son peloton dans un sous-bois, il court chez la marquise qui a rassemblé pour lui en fait en plus des renseignements relatifs aux forces et à l'organisation des armées autrichiennes. Plaisir mais travail quand même. Alors l'alarme est donnée, mais La Salle et sa troupe parviennent à rejoindre leur camp, tuant et capturant au passage une quinzaine d'Autrichiens. Alors ensuite, en ayant rapporté ces renseignements militaires à Napoléon, ces renseignements en fait sont d'une telle importance que Napoléon ferme les yeux sur l'incartade et le promeut chef d'escadron. Donc on joue à qui tout double. La Salle donc multiplie les exploits, décidant du sort de batailles entières à la tête de seulement quelques dizaines de cavaliers. Ensuite, il s'embarque campagne d'Égypte, donc toujours avec Bonaparte. Il s'illustre de la même manière. Là, je vous passe aussi tous les détails. Vous pouvez aller regarder sur les internets. Il bataille comme un enragé à la tête de sa brigade. On peut lire dans plusieurs ouvrages des récits de bataille vraiment propres, assez techniques, qui lui sont consacrés. Je vous en cite un ou deux là. La Salle a son sabre qui tombe en parant un coup terrible. Il saute de cheval, ramasse son arme, combat à pied contre plusieurs mamelouks acharnés. Mais La Salle en blesse 3, tue un cheval, remonte sur sa monture et continue le véritable tournoi qui se livre. Un peu plus loin, on peut lire « Il renverse plusieurs mamelouks, casse son sabre sur la tête d'Osman Bey, un chef mamelouk, brise ses pistolets en se défendant, prend le sabre d'un dragon blessé, entre dans la mêlée pour rallier sa troupe et chasse ses adversaires dans le désert. » Une vie qui est encore à peine débutée puisqu'il n'a que 25 ans et déjà de nombreux faits d'armes. Il revient en France en 1800 et il reçoit des mains de Napoléon Bonaparte une paire de pistolets et un sabre d'honneur. Et c'est là qu'il lui aurait eu ce mot célèbre qui lui aurait dit « Tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans est un Jean Foutre ». On reverra plus tard que c'est amusant concernant son cas en plus. Donc La Salle devient colonel, fait figure d'enfant terrible dans la cavalerie légère et entretient soigneusement une réputation qu'on perçoit maintenant comme hussarde. Il était grand amateur d'alcool fort et a fondé la Société des Assoiffés. Une initiative qui fait jaser pendant un temps la bonne société des salons parisiens. 6 ans plus tard, en 1806, il s'assagit lorsqu'il épouse Joséphine d'Aiguillon, avec qui il a une fille.
Il multiplie toujours la même année, donc en 1806, les actions spectaculaires à la tête de sa brigade, qu'on appelle maintenant la brigade infernale. Dans les campagnes contre la Prusse, il capture les gendarmes de la garde du roi de Prusse, il force le prince de Hohenzollern à la capitulation à Prenzlau. Et alors là aussi encore anecdote amusante, le 26 octobre 1806, pendant la campagne de Prusse, il va siéger la forteresse de Stettin. C'est un de ses succès les plus éclatants en fait, si vous voulez. Il y a 10 000 Prussiens et Autrichiens qui sont retranchés dans la ville, menés par un général vétéran qui s'appelle le général von Romberg. Et donc les Prussiens sont retranchés dans la forteresse, bien armés, bien approvisionnés, alignent plus d'une centaine de canons de défense. Et alors que Lassalle, qui arrive pour assiéger la ville, en fait, ne dispose que de 2 régiments de cavalerie comptant 500 hommes. Donc on va dire c'est 10 fois moins. Alors il ordonne la confection de canons en bois et dispose sa troupe comme pour un siège. S'ensuit ensuite un échange de messages entre les deux camps. Lassalle menace de bombarder la ville, de ne pas faire de quartier, gonfle ses effectifs. Alors devant ce coup de bluff, le général von Romberg, commandant les Prussiens, décide de capituler. Donc vous avez en fait après les Prussiens qui sortent de la ville et qui sont complètement stupéfaits en rendant les armes de constater que les Français sont 10 fois moins et que les canons sont en bois. Donc ce fait d'armes audacieux fait tomber aux mains des Français et de Lassalle cette forteresse de Stettin qui était en plus une place forte très stratégique. Et là, on peut dire que on peut pas faire fonctionner des canons en bois, capitaine. Je me trompe? C'est un bluff. Ah mais c'est un bluff. Je pense que c'est des canons. Enfin, je veux dire, les rouges, je pense qu'il n'y avait pas de rayon. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle des leurres, en fait, quoi. C'est un leurre. C'est comme, si vous voulez, quand les Alliés en 1944 font des tanks en gonflable et ils en alignent des centaines et des centaines sur la côte anglaise qui est proche de Calais pour persuader les Allemands de renforcer leur défense à ce niveau-là. Il a usé d'une ruse de guerre qui lui a donné la place de Stettin. Mais c'est pas les choses qu'on faisait beaucoup à l'époque. Non, en plus non. Alors bon, l'adage dit plus c'est gros, plus ça passe. Effectivement, je pense que dans des situations comme ça, je pense que ça peut être aussi un bon enseignement pour nous aujourd'hui. Hein. Il faut oser. Il faut risquer. Il faut oser. Memento dere semper est une de nos devises, je dirais. Donc pour finir avec l'avis du général de Lassalle, donc il va être nommé général. Le 15 février 1808, il passe donc dans l'armée d'Espagne avec la cavalerie qu'il commandait. Donc là, pareil, nombreux exploits. Il défait de nombreux corps d'insurgés espagnols dans les maquis, les contraint à se réfugier dans les montagnes par l'habileté de ses manœuvres pour laisser la place à l'armée impériale. Bon, la campagne d'Espagne, de toute façon, est une campagne qui a un peu tué l'épopée napoléonienne. Un autre fait amusant à propos de Lassalle, on lui attribue souvent dans sa légende, l'air et les paroles de la fameuse chanson Elle aime à rire, elle aime à boire, donc Fanchon. Alors, en fait, on sait maintenant que l'air était déjà célèbre dès le début du XVIIIe siècle, mais on pense aujourd'hui que son rôle a quand même consisté à l'ajout de 2 ou 3 couplets, lesquels on ne sait pas vraiment. Donc Lassalle a 34 ans, nous sommes en 1809. Retour sur le front de l'Est, si on peut l'appeler comme ça, au soir de la bataille de Wagram, séparé momentanément de ses hussards, il avise un bataillon d'infanterie ennemi et essaie avec quelques cuirassiers de le disperser. Il tombe alors au champ d'honneur, frappé en pleine tête d'une balle tirée par un grenadier hongrois en retraite. La veille de la bataille, ouvrant ses bagages et trouvant sa pipe cassée, un flacon de sa cave à liqueur et le verre recouvrant le portrait de sa femme brisé, il avait dit à son aide de camp « Je ne survivrai pas à cette journée ». Donc Lassalle meurt donc à 34 ans en ayant dépassé de 4 ans la limite qui s'était lui-même fixée. Dans sa dernière lettre qu'il écrit à son épouse, il écrivait cette formule qui est restée célèbre: Mon cœur est à toi, mon sang à l'empereur et ma vie à l'honneur. Lui, ses restes furent ramenés d'Autriche aux Invalides en 1891. Il a aujourd'hui son buste dans la galerie des batailles du château de Versailles et son nom est gravé sous l'Arc de Triomphe à Paris. On peut que recommander à nos jeunes gens d'aller réinvoquer cet exemple à l'ombre de l'Arc de Triomphe, avoir une pensée émue pour ce garçon qui n'était pas un Jean Foutre. Voilà. Ben, merci pour cette évocation, capitaine. François? Je rebondis sur ce que disait le capitaine. Effectivement, la galerie des batailles à Versailles est quelque chose de... Faut aller le voir, quoi. C'est assez exceptionnel. Vous avez toutes les plafonds en fait qui sont peints avec les grandes batailles de France. Je veux dire, ça vaut le détour, quoi. Encore une fois, une invitation à se rendre dans cette salle des batailles. Ben, merci pour ce beau portrait, capitaine. On va passer à la figure suivante. Mais avant, on va peut-être faire une pause musicale. Juste avant encore, le Hall of Shame.
Bien, pour Swallow of Shame post-estival, je voudrais remercier El Willy qui était de passage à Paris, qui nous avait fait un don très généreux de 50 €. On n'a pas pu se voir parce que pendant l'été, évidemment, nous faisons relâche et donc nous n'avons pas d'activité. Et c'est compliqué de se voir parce qu'on a tous nos obligations. Mais je voudrais quand même le remercier, El Willy, une fois de plus, de ses messages et de son soutien avec ce don de 50 € qu'il avait fait avant cet été. Je voudrais remercier aussi Excaliburn, qui nous a fait un don de 2 €, qui ne nous met pas de message. Et merci à lui. Et à Pemby, qui nous a fait un don d'1 €, qui, nous dit-il, fait partie d'une cagnotte de 5 € qu'il a typé sur différents comptes de la résistance. Voilà. Je vous rappelle aussi que les activités de Dextra en Ile-de-France reprennent tous les vendredis. Vous pouvez retrouver les conférences, mais toutes leurs activités sont évidemment sur les réseaux sociaux, ainsi que sur leur site internet dextra.fr. Vous pouvez retrouver aussi les activités de Academia Christiana sur leur site. Je voulais aussi remercier particulièrement le Barde qui a repris ses activités, qui a continué ses activités musicales et subversives, qui nous approvisionne régulièrement en collage sonore et en mix. Cette semaine, vous entendrez l'un de ces mix qui s'appelle Cha 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 Kali Yuga. Merci encore à lui, merci de sa patience, merci de son travail, et puis n'hésitez pas à lui mettre des commentaires sur son travail. Voilà, merci à vous le Barde, et on se retrouve après la pause musicale. Je suis l'homme moderne, élevé au plateau télé, génération micro-ondes et plats surgelés. Collectionneur d'objets sans utilité, nostalgique d'un passé qui n'a jamais existé. Je suis l'homme high-tech, discothèque, internet, pas de bibliothèque comme on avait mes ancêtres. Ou peut-être pour la décoration du living avec d'authentiques objets d'art fabriqués en usine. J'aime cette vie urbaine, les réparties à l'américaine, le câble, les chaînes. Je suis l'homme western, un amas cellulaire, le porte-parole du néant paumé sans son cellulaire. Je suis l'homme sans fil, relié par satellite. J'évolue sous un ciel bleu électrique. J'aime l'odeur de l'essence, les horizons cimentés, symétriques. Supermarché, musique électronique. Je suis l'homme pub, l'homme dernier cri. Appartement insalubre, vêtements hors de prix. Un look industriel, des clones à chaque coin de rue. Fringués pareil, un uniforme original reste quand même un uniforme. Je suis l'homme poupée Barbie, version barbue, bien entretenu. Si je prends soin de moi, c'est pas pour vivre centenaire. J'ai juste envie d'avoir l'air d'une affiche publicitaire. Je suis l'homme à tout faire, pas de vocation, pas de chemin. Je trime par intérim, prends les transports en commun. Le week-end, je vais en boîte, on s'y ennuie en commun. Je suis l'homme personne, on a des points en commun. On a les mêmes apparts, les mêmes cafards, les mêmes grand-mères mourantes qu'on prend pas le temps d'aller voir. Les mêmes peines, les mêmes boulots à la chaîne, les mêmes défonces pour oublier les mêmes problèmes. Je suis l'homme moderne, posé là comme un meuble. Témoin oculaire d'une justice aveugle. À l'étroit dans mon immeuble, un mammifère de trop. Un danger pour la planète, un régal pour les asticots. Je suis l'homme voiture, auto, toute option. L'air conditionné, l'airbag et même l'air con. Je pousse le son à fond, baisse ma vitre. Persuadé d'avoir bon goût et que tout le monde aime ma musique. Je suis l'homme vite, môme des années 80, qui s'approche de la trentaine et qui se sent vieux soudain. Je me souviens des génériques de dessins animés. Je connais par cœur tous les slogans des vieilles publicités. Génération Betamax, cassette audio baladeur. Je me suis senti à la pointe avec les premiers beepers. Je suis l'homme spectateur du temps qui passe, qui efface tout et qui détruit tout, quoi que je fasse. Je suis l'homme moderne, l'avenir de mes parents, ces hommes des cavernes, aux principes étonnants. Luttant encore, s'indignant haut et fort comme des dinosaures qui n'ont pas compris qu'ils étaient déjà morts. Rappeur hardcore, je suis l'homme engagé, la rébellion déclinée en produits dérivés. Un peu artiste, un peu escroc, un peu confus, prisonnier d'une image qui ne le reflète plus. Je suis l'homme muscu, jogging, régime, club de gym, protéines et cure de L-carnitine. Tenté par le bouddhisme, la médecine parallèle, dont les bonnes résolutions finissent tout à la poubelle. Je suis l'homme puzzle, en pièces détachées, le résultat de millions d'êtres et de millions d'années. Mes ancêtres étaient des guerriers, des grands bâtisseurs. Pas moi, mais j'ai un portable 3G d'ailleurs. Bluetooth ton numéro, qu'on s'appelle pour rien se dire. Envoie-moi des textos et des photos bien délire. Prends cette mini vidéo, tu vas voir, elle est fatale. Dedans y a cette
nana qui se fait déboîter par un cheval. Je suis l'homme travail, j'ai besoin de vacances, parqué sur un camping sale dans le sud de la France. Après 15 heures de bagnole, péage et embouteillage, les HLM de bord de plage me cachent le paysage. Je suis l'homme dommage, l'homme désolé, l'homme pas de bol, pas de chance, moi je peux pas vous aider. Assis derrière son bureau, devant son ordinateur, finissant sa réussite en attendant qu'il soit l'heure. Je suis l'homme cheminée, l'homme cigarette, je suis l'homme déterminé, c'est terminé, demain j'arrête. Mais pour l'instant je suis qu'un smicard banal qui dépense toutes ses thunes dans un suicide légal. Je suis l'homme, je sais pas, ça m'est égal, je m'en fous, je vote pas, la gauche, la droite, c'est la même chose partout. Je vais quand même pas perdre une heure pour l'avenir de mon pays. Par contre j'ai voté contre Harlem à la Star Academy. Je suis l'homme, tout est permis, je me dis que c'est pas de ma faute. Je me dis que si c'était pas moi, bah ce serait quelqu'un d'autre. J'ai fait un paquet de saloperies dans ma vie, mais tu sais, j'ai toujours une excuse pour avoir la conscience en paix. Je suis l'homme des villes, l'individualiste, l'esprit léger, engagé dans un combat égoïste. Quand je regarde par la fenêtre, je vois pas de gens à l'extérieur. Je vois que mon reflet dans la vitre et je me trouve beau d'ailleurs. Je suis l'homme mouton, celui à qui on a appris à aimer sa prison. Je pourrais m'évader mais non, je ne le ferai pas. Je suis mon propre maton et j'ai peur de moi. Je m'ennuie, je suis l'homme blasé. Je m'ennuie comme un soldat en période de paix, en attendant de trouver une vraie raison d'exister. Je fais comme tout le monde, j'allume la télé. Je suis l'homme paumé, sans réaction. J'ai pas d'esprit à part l'esprit de contradiction. Polémique à la con, avis interchangeable. Comment se faire remarquer quand on n'est pas remarquable? Je suis l'homme blanc, descendant d'un colon. Le subconscient honteux de toutes ces persécutions. Démagogue de gauche, le profil du mec bien, politiquement correct, mais qui n'en pense pas moins. Je suis l'homme doute, c'est ma seule certitude. Un visage perdu dans la multitude. Où sont passées toutes ces odeurs familières, tous ces visages rassurants, la sérénité d'hier? Je suis l'homme moderne, je voudrais dire je t'aime, c'est tout. Je voudrais te serrer dans mes bras, mais tu me prendrais pour un fou. Je voudrais parler à cette petite fille qui joue dans le square, mais je veux pas passer pour un pervers, alors je me barre. Je peux pas sourire aux femmes, y a trop d'histoires de viol. Porter le sac des vieilles dames, bien trop d'histoires de vol. J'ai peur de passer pour ce que je ne suis pas, et puis j'ai aussi un peu peur d'être ce que je suis. Rester soi-même c'est important il paraît, mais comment rester soi-même quand on sait pas qui on est? Je fuis l'amour, je fuis la haine, je fuis les conflits. J'ai si peur de frôler la mort que je ne fais que frôler la vie. Je suis l'homme moderne. L'homme moderne. Voilà, chers amis auditeurs, après cette pause musicale, après ce Hall of Shame, on se retrouve avec notre nouveau chroniqueur, notre nouveau camarade à ce micro, Baudouin, qui était aussi à des nôtres à l'Université d'été d'Academia Christiana, et qui va évoquer pour nous quelle figure, Baudouin? Roland de Roncevaux, que l'image d'Épinal nous présente comme un pro-chevalier robuste. On a les premiers signes de la bataille de Roncevaux comme étant en 700 après Jésus-Christ. Du coup, c'est un personnage entre l'histoire et vraiment la légende. Et en effet, ce personnage a une renommée grâce à la chanson de Roland, qui a été popularisée à la société moyenâgeuse. La chanson de Roland, on estime ça à l'an 1000. On connaît surtout Roland à travers la bataille de Roncevaux. Roland qui était, je crois, le neveu de Charlemagne. Neveu de Charlemagne, ouais, l'empereur à la barbe fleurie. Roland est aux côtés de son ami et cousin, Olivier, mais il joue un peu la tempérance face à Roland, qui est plus un chevalier fougueux. C'est une sorte de personnage pour jouer sur les contrastes, en fait, pour mettre la figure de Roland un peu plus en valeur. Olivier et Roland étaient tous les deux dans l'arrière-garde de Charlemagne, qui a passé justement le col de Roncevaux. Et à partir de cette bataille, on va pouvoir voir de quoi on peut s'inspirer. Donc en fait, géographiquement, Roncevaux, c'est le nom d'un village espagnol situé en Navarre, proche de la frontière avec le Pays basque français. Vous imaginez le paysage, les Pyrénées, les torrents qui déboulent de la montagne, avec les falaises et les chemins sinueux. Oui, c'est des paysages un peu lunaires de cette partie des Pyrénées. Tout propice à créer une légende en fait. Je suis allé il y a longtemps quand même sur le lieu dit de Roncevaux.
on s'y croit en fait. Justement, l'imaginaire populaire, on peut laisser cours à notre imagination. Dans cette passe de Roncevaux, on peut voir entre guillemets sur le roc le pas de Roland. Du coup, c'est marrant de mettre son pied dans le pas de Roland. Et on peut voir aussi le rocher qui était fendu, sur lequel Roland a tenté de fendre sa célèbre épée Durandal. N'arrivant pas à briser sa mythique épée Durandal sur les rochers, la lance de toutes ses forces, et elle est encore visible sur la muraille de Rocamadour. Encore visible l'épée qui est rouillée certes, mais encore visible sur la muraille de Rocamadour. Ouais, donc on est là encore une fois, je crois, dans la légende. Oui, en effet, la légende a retenu, enfin, on voit parfois des photos de ce rocher qui renvoie un petit peu d'ailleurs à certains thèmes de la légende arthurienne, en fait, avec toujours cette épée, cette pierre, oui. Et on voit cette pierre fendue. En effet, on dit, c'est presque un lieu de légende là aussi. On imagine en fait un temps où les hommes fendaient la pierre avec leur épée, voilà. Enfin, on est un peu dans la légende dorée presque. Et en fait, c'est assez intéressant l'histoire du pas de Roland, puisque c'est en fait finalement un thème assez récurrent. On a dans le massif des Corbières, pareil, c'est une colline plutôt qui est la colline de Charlemagne, où en fait on dit que Charlemagne lui-même a en fait posé son pied sur la pierre et a marqué de son empreinte ce territoire qui était en fait un territoire assez important, puisqu'il était presque à la frontière espagnole. C'était un avant-poste, quoi. Donc ce thème en fait du pied qui vient frapper le sol, on va dire comme le cerf qui va marquer son territoire, c'est assez intéressant, je trouve. Oui, absolument. Là, on est toujours un peu sur la même thématique qu'on évoquait tout à l'heure avec D'Artagnan. On est encore une fois sur la frontière, les frontières naturelles de la France. La légende de Roland a probablement aussi beaucoup compté dans l'imaginaire médiéval, dans l'émergence de la conscience nationale qui naîtra probablement, je dirais, consciemment dans l'esprit de tous les Français à la bataille de Bouvines. Alors justement, cet imaginaire populaire qui était à l'époque, qui se transmettait par voie orale, a laissé des traces. On va revenir sur la bataille de Roncevaux. En gros, Charlemagne était allié avec des chefs arabes en lutte contre d'autres musulmans. Et il franchit les Pyrénées avec son armée, il soumet les villes de Pampelune et il assiège Saragosse. Suite à des problèmes internes au royaume, il est obligé de repasser les Pyrénées. Et justement, c'est dans ces Pyrénées que son arrière-garde se fait attaquer par des hordes basques, ça c'est historique. Et justement, la chanson de Roland qualifiera ces hordes de basques de morts ou de sarrasins. Oui, c'est vrai que la légende va transformer la figure de l'ennemi. Oui. Normalement, en effet, le fait historique, c'est qu'en fait, ce sont des bandes basques qui rançonnaient, qui ont eu la peau de Roland. Mais en effet, aussi, je pense là, pour des motifs plus politiques, la légende a retenu la figure de l'ennemi comme étant la figure du sarrasin. Mais j'aimerais quand même revenir sur un point que vous avez évoqué à l'instant, Baudouin, c'est le fait que Charlemagne avait des alliés arabes dans des luttes contre d'autres princes musulmans. Et ça, c'est un point, à mon avis, important pour sortir un petit peu de l'islamo-paranoïa, de cette idée un peu sommaire selon laquelle tous les musulmans feraient un seul bloc. Non, les choses sont complexes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut reculer sur notre programmatique, sur les questions de la crise identitaire et de la question de l'immigration, bien sûr que non. Mais enfin, il faut aborder ces sujets avec, je dirais, une certaine tempérance et savoir que la réalité est complexe et que là aussi, d'une certaine façon, Charlemagne peut nous donner une leçon de chercher des alliances, parce que c'est plus simple d'exploiter les contradictions de l'adversaire que de le prendre comme ça, comme un bloc uni qui en plus n'a pas de réalité. François. C'est un peu la même idée aussi avec François Ier et la Sublime Porte. Le royaume chrétien, le royaume très chrétien de François Ier va s'allier avec les Ottomans, qui vont ensuite mener à le siège de Vienne, et surtout en fait qui donne après dans pas dans l'imaginaire, mais dans l'imagerie catholique, Notre-Dame des Victoires, avec le pape Pie V, je crois d'ailleurs, qui va prier le chapelet, et il va voir la Vierge qui va lui commander d'aller attaquer, de mener les armées chrétiennes pour aller attaquer les Ottomans. Donc effectivement, parfois on voit la distinction entre le politique et le religieux, puisqu'on explique que l'alliance entre François Ier et la Sublime Porte est en fait une alliance politique. Ça, c'est un point important. On voit bien la distinction justement du politique et du spirituel. Là, on a deux exemples. La politique a ses exigences. On le voit, même Charlemagne, en dépit du fait que c'était probablement un mec assez solide et qui ne devait pas faire dans le détail, comme on va le voir encore avec toi, Baudouin, et ben malgré tout, il y avait cette complexité du réel. Mais je t'en prie, reprends sur la bataille de Roncevaux. Donc je vais passer le récit de la trahison de Ganelon, qui ne nous intéresse pas à proprement parler, et je vais revenir sur l'embuscade de Roncevaux. Donc l'armée se trouve prise à partie
par les troupes de Marsile, c'est le chef des morts, enfin des Sarrasins, qui sont supérieurs en nombre et qui jurent de tuer les pères du royaume franc et récupérer Durandal. Voyant l'hécatombe, la chanson nous indique un dialogue entre le sage Olivier et l'impétueux Roland. Olivier incite Roland à sonner son olifant pour avertir tout de suite les troupes de Charlemagne qui étaient en avant pour faire face à cette embuscade. Roland ne veut pas faire honte à sa famille et à sa nation et renonce à ce déshonneur et croit fermement à la toute-puissance de son épée. Je cite la chanson. « Mais je frapperai Durandal, ma bonne épée, que j'ai ceinte aux côtés. Vous verrez la lame ensanglantée. Pour leur malheur, les félons païens se sont ici rassemblés. Je jure, ils sont tous livrés à la mort. » Du coup, le texte lyrique continue avec l'intervention de l'archevêque Turpin, la figure spirituelle dans ce combat. L'archevêque intervient en haranguant l'arrière-garde de Roland et en invoquant le principe d'aider à soutenir la chrétienté. L'archevêque bénit les troupes. Il leur donne pour pénitence de taper plus fort. C'est leur pénitence. Du coup, la bataille bat son plein, mais le constat est inéluctable. Roland, forcé de revenir à la raison, la bouche ensanglantée, sonne son corps à s'en rompre les veines. Du coup, après avoir rendu hommage à son créateur, il se couche sous un pin, tend son gant droit à Dieu et est accompagné au paradis par Saint Michel et Saint Gabriel. La chanson se termine après maintes péripéties par le triomphe de Charlemagne. C'est la moindre des choses. Dans ce récit, nous avons plusieurs éléments. Un récit de combat épique, l'intervention divine, des sentiments chevaleresques, des bassesses humaines comme la trahison de Ganelon. Mais il manque, vous allez me dire, il manque le sentiment amoureux pour faire une chanson lyrique et donner vraiment un esprit chevaleresque à Roland. Et malheureusement, le sentiment amoureux, c'est la mort de la belle Aude. Qui, en effet, Charlemagne, en arrivant au palais, voit arriver devant lui une jeune femme qui lui demande, je cite la chanson, « Où est Roland, le capitaine qui jura de me prendre pour femme ?» L'innocente jeune femme meurt alors sur place en apprenant la nouvelle de la bouche de Charlemagne. Bon, ça peut prêter à sourire une époque qui est gagnée par le cynisme, mais je crois que quand même ça fait du bien de revenir finalement à des évocations assez raides, assez simples, assez hiératiques. C'est intéressant de savoir que tout ça a quand même bercé des générations de Français. Absolument. Et si je peux me permettre, je m'étais intéressé aussi à la chanson de Roland, en fait totalement par hasard, en apprenant qu'en fait après la bataille de Bouvines, justement tu l'as dit Baudouin, que la chanson les premières traces datent donc du XIe siècle, et la chanson s'est très vite popularisée. Et en fait il y a eu une belle concordance entre le fait que lors de la bataille de Bouvines où Philippe Auguste repousse au ton 4 l'empereur germanique ainsi que les Anglais, la double bataille avec La Roche-aux-Moines, qui en fait donc cette bataille qui crée un sentiment d'appartenance nationale où les compagnies des villes en fait s'étaient ralliées à l'appel de Philippe Auguste pour repousser les envahisseurs. Ça en fait cette bataille là qui marque une conscience, on va dire une prise de conscience politique, intervient au même moment où donc la chanson de Roland est vraiment connue presque dans toutes les régions de France, et ça crée donc une sorte de double sentiment d'appartenance, l'un face à l'adversité ennemie et une autre appartenance véritablement culturelle, enracinée dans un passé légendaire. Ouais. Exactement, et qui prend racine et qui est diffusée sur tout le territoire français tel qu'on le connaît à peu près grosso modo aujourd'hui. Et donc c'est vrai que c'est très important. Oui, parce que pour revenir à la mort de la belle Aude, ça n'a pas une place importante, mais faut se rappeler le contexte de la chanson de Roland. C'est une chanson de geste qui a pour but d'être racontée par les troubadours dans les villes, devant les cours des différents royaumes ou des principautés féodales. Et oui, cette chanson de geste, comme disait Kemden d'Anjou, s'est divulguée sur les routes de pèlerinage par les troubadours, les pèlerins qui se les racontaient. Et oui, c'est arrivé jusqu'en Italie, par exemple. Je vais lire un extrait du poème d'Alfred de Vigny, nommé Le Corps. Et tout le poème ne parle pas du corps de Roland, mais ce passage est vraiment éloquent. Âme des chevaliers, revenez-vous encore. Est-ce vous qui parlez avec la voix du corps? Roncevaux, Roncevaux, dans ta sombre vallée, l'ombre du grand Roland n'est donc pas consolée. Autre la renommée en Italie, par exemple, le récit a eu aussi une forte renommée à travers les âges. Il fut mis en scène sur des vitraux dans les églises, toujours par souci de parler au peuple, et il fut même narré aux armées de Guillaume le Conquérant. Ce récit fait aux armées de Guillaume le Conquérant est décrit sur la tapisserie de Bayeux. Je vais revenir un peu sur la figure de Roland qui se détache de ce récit.
Roland est avant tout un preux. Les légendes le décrivent comme une force de la nature, certaines évoquent même un qualificatif de géant. Il méprise la mort et répand le sang avec allégresse. Son âme est rude, mais néanmoins pas insensible aux valeurs d'une loyale amitié. C'est son orgueil qui, comme nous l'avons vu, l'a perdu. Cet orgueil est heureusement épuré par l'honneur de la famille, l'honneur national et l'honneur féodal qui l'anime sans cesse lors du combat. C'est un chrétien, il demande à Dieu pardon. Celui-ci lui envoie alors des anges et des saints, ce qui n'est quand même rien. Son ami Olivier fait ressortir sa témérité. On peut parler de panache en fait. Justement, Olivier dans la chanson fait vraiment ressortir le panache si français de Roland. Ainsi, pour Roland et pour Cyrano, le mot panache résume le caractère et l'attitude de ce héros porté à travers les âges, à travers la légende. Je crois que ça, c'est la leçon que nous devons retenir pour demain, pour aujourd'hui et pour demain, c'est ce style offensif, excessif peut-être, mais qui caractérise ces héros qui doivent pour nous être des modèles, je le disais en début d'émission, et c'est je crois ça qu'il faut retenir de cette chanson de Roland, chanson qui a bercé des générations de Français, je vous le disais tout à l'heure, et qui doit continuer de le faire, et pour que France continue, il faut que nous aussi, nous prenions modèle sur lui. On peut retenir certes l'aspect de panache, mais aussi on peut développer les aspects de l'honneur national, féodal et familial, qui donnent en fait une portée pédagogique au héros qui est Roland. Pour Roland, c'est une tradition familiale de se battre contre l'ennemi et d'accepter la mort sans faillir pour son suzerain. Après, il y a l'honneur national qui intervient aussi, c'est une manifestation de patriotisme. Il y a certaines critiques de la chanson de Roland qui mettent le point justement sur cette naissance du sentiment patriotique, parce que dans la chanson est cité le terme douce France, ce qui est quand même étonnant. Et enfin, c'est aussi un sentiment après les sentiments d'honneur, c'est un sentiment de piété qui anime notre homme, obéissant certes sans difficulté à son archevêque. Il reste conscient de sa condition humaine au crépuscule de sa vie. On peut résumer Roland comme le glorieux vaincu de Roncevaux, le héros des poèmes chevaleresques du Moyen-Âge, dont nous devons nous inspirer tant physiquement que spirituellement. C'était Roland revêtu de son armure, serrant sur sa poitrine la célèbre Durandale, souillée de sang des païens, qui par honneur et fidélité s'est battu pour sa nation, pour sa famille et son suzerain, et qui rend un dernier hommage à Dieu avec panache. Baudouin, merci beaucoup pour cette très belle évocation de la figure de Roland. On va passer maintenant, capitaine, au dernier portrait. Mais je voudrais juste dire un mot. L'idée m'est venue en tout début d'émission d'évoquer très brièvement un nom, parce que nous l'avions évoqué autour d'un verre il y a quelques jours. C'est une très belle figure d'un Français qui a été aux origines de l'Action française et qui est parti se battre, qui a mis sa peau et sa vie au bout de ses idées. Il est parti se battre en défense d'un peuple écrasé par l'impérialisme britannique. Je pense ici évidemment au combat des boers, les Blancs d'Afrique du Sud, les Flamands principalement, les gens des Pays-Bas qui s'étaient installés en Afrique du Sud au cours du XVIe et XVIIe siècle et qui ont eu affaire à une double hostilité. Celle des Zoulous d'abord venus eux aussi conquérir cette terre d'Afrique du Sud du nord du continent si vous voulez, descendant vers les côtes sud-africaines. Et d'autre part, la conquête par l'impérialisme britannique. Et donc ce héros, c'est Villebois-Mareuil, qui s'est mobilisé contre l'impérialisme britannique, contre le capitalisme même, disait-il à l'époque, en secours finalement de ces Européens oubliés un petit peu de tous, et qui ont eu à connaître les premiers plans, d'une certaine façon, génocidaires du XXe siècle, puisque la première fois qu'on a parqué des hommes derrière des barbelés, c'était des boers, et c'était les Anglais qui avaient fait cela. Alors on sait que la politique qu'ils menaient à la même époque en Irlande, donc on n'est pas plus étonné que cela, mais ce combattant anti-impérialiste, qui était un authentique nationaliste français, qui sera d'ailleurs un des membres fondateurs de l'Action française, est peu connu dans le milieu, et je voulais évoquer rapidement son nom parce que quand je vous disais tout à l'heure qu'il a mis sa peau au bout de ses idées, il est mort en Afrique du Sud. Il est mort à Bloemfontein, je crois, pendant une bataille contre les troupes britanniques, et son corps a été rapatrié. Il est de la région de Nantes, c'est une très vieille famille nantaise, enfin du pays nantais, et on peut, je crois, y voir un mausolée, je crois, aujourd'hui dans la commune, sur les terres familiales. Je crois qu'il y a un monument à sa mémoire. Je crois qu'il était utile là aussi d'évoquer ce nom afin d'abord qu'il ne tombe pas dans l'oubli, et aussi parce que lui aussi doit être un modèle pour nous de cohérence, d'abord dans le combat, et de sens de l'engagement jusqu'au bout, puisque comme encore une fois il a donné sa vie pour ce juste combat en défense d'un petit peuple opprimé par les Anglais, un de plus. Capitaine,
La dernière figure, alors c'est notre camarade Charvet, je crois, qui a préparé cette notule. C'est sur un personnage, qui est beaucoup plus contemporain, c'est Pierre Nord, de son vrai nom, André Brouillard, qui était un spécialiste du renseignement et de l'intoxication. Alors on y va. Pierre Nord, c'est de son vrai nom André Brouillard, vous venez de le dire, est un militaire et romancier français qui est né le 15 avril 1900 dans une petite ville du Nord qui s'appelle Cateau-Cambrésis. Il est mort donc en 1985 à Monaco, et il a mené une carrière militaire principalement dans les services de contre-espionnage, puis d'historien et d'écrivain, et de romancier, puisqu'il a parlé, il a fait ses mémoires, il a beaucoup écrit sur cette époque. Oui, il a écrit des romans d'espionnage qui ont eu un très vif succès juste dans l'après-guerre, où il retranscrivait, alors il raconte dans un de ses livres qui s'appelle L'intoxication, il a essayé quand même de ménager certaines des recettes maison, quoi, pour pas donner tout aux adversaires encore actifs à l'époque, qui étaient principalement le bloc communiste. Mais c'est vrai qu'il a romancé beaucoup de choses qu'il a vues, entendues dans sa carrière brillante d'agent de renseignement. Il a été d'ailleurs distingué par les Britanniques pour sa créativité, sa capacité dans ce métier très particulier qu'est le contre-espionnage. Absolument, et qui sont d'habitude justement, on parlait du style en fait de Roland, c'est-à-dire ce style de panache, le style mousquetaire, le style français. Je pense que le contre-espionnage, un style qui n'est pas vraiment notre méthode de travail, qui est quelque chose de plus calculateur, de plus froid, peut-être de plus allemand ou de plus anglais. Alors les Anglais surtout se sont illustrés dans cet art particulier qu'est l'espionnage et le contre-espionnage, mais je dois dire que les Anglais ont reconnu, justement du fait que les Français, c'est un peu l'école de la démerde, c'est le système D, Possible n'est pas français, enfin vous connaissez. Donc les Français, en fait, avec beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de structures, parce que tout ça, Nord le raconte dans ses livres, il y avait une très grande impréparation, en fait, du côté français sur ces thématiques-là, du fait de la désorganisation, en fait, des services militaires, des services des armées. En revanche, les Français se sont toujours distingués du fait de cette situation, si vous voulez, d'impréparation, par leur inventivité, leur créativité. Et là, je crois que les Français avaient un plus que les Anglais n'ont pas. Le Nord le raconte très bien. Alors, vous allez nous en dire un peu plus. Il y a un autre personnage de ces services d'espionnage et de contre-espionnage qui était tout à fait loué par les Anglais, qui sont maîtres en la matière. C'est le colonel Rémy. Et je crois qu'on fera une émission entière sur lui. Il mérite vraiment qu'on s'attarde sur son cas. Le colonel Rémy, qui a été déclaré par les Anglais probablement le meilleur agent de renseignement de toute la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui n'est pas rien. Donc c'est-à-dire que même si c'est vrai que c'est une activité plutôt anglo-saxonne, on sent quand même un style français dans ce... Un panache dans le contre-espionnage. Voilà. Donc effectivement, pour revenir sur Pierre Nord, en plus c'est un nom que j'avais jamais entendu avant de préparer cette émission, avant que Charvet nous prépare cette chronique. Donc étonnant personnage, c'est un homme qui trouve le moyen de faire de la résistance et de l'espionnage dès la guerre de 14 en fait. Donc il avait 14 ans, et en fait donc il habitait dans le nord de la France, et son village était occupé par les Allemands, et en fait déjà là très jeune il relève les heures de passage des convois en fait, et envoie les informations au camp militaire. Donc il est démasqué, arrêté, il est condamné à mort par les Allemands. Son tout jeune âge, du coup 16 ans, 1916, lui épargne l'exécution, et il est envoyé dans un bataillon disciplinaire. Après la Première Guerre mondiale, il continue il a pris le goût de l'arme. Donc il rentre à Saint-Cyr, il débute sa carrière militaire dans les chars tout d'abord, fait l'école de guerre, part se battre dans le Rif marocain où il est blessé, et dès 1936 il commence en fait une carrière de romancier en transcrivant ses souvenirs et ses expériences dans des romans d'espionnage à succès. Vous le disiez, Monsieur K. Plusieurs de ses livres sont même transmis à l'écran. Ensuite, en 1940, lors de l'invasion allemande, il est le chef des services spéciaux de la 9e armée. Là, il est fait prisonnier, il arrive à s'évader du convoi qui l'emmène en Allemagne et reprend le chemin de la résistance. Sa renommée d'espion, déjà héritée de la précédente guerre, en fait une proie de choix, notamment en termes de propagande pour l'occupant allemand. Ils vont mettre énormément de moyens pour essayer de lui mettre la main dessus. Exactement, puisque en plus forcément d'être un nuisible en termes d'efficacité, en termes d'image, c'est quelque chose de pas bon pour les Allemands en fait. On a dit qu'il s'était échappé du train qui devait l'amener en Allemagne, il revient en résistance. Grâce à ses réseaux et à son talent, il réussit à passer entre les mailles du filet, tout en réussissant à abattre un magnifique travail, c'est-à-dire pas en étant simplement un lapin traqué, quoi. Donc le colonel Brouillard, comme il s'appelle, rentre d'abord dans un réseau de résistance qui s'appelle les Travaux Ruraux, puis à partir de 1943, il devient le second du réseau Elléter, le fameux, sous les ordres de son ami le commandant Hubert de Lagarde.
Alors son réseau, donc Eliter, c'est spécialisé dans la collecte et l'analyse d'informations sur l'organisation de l'armée allemande dans les territoires de la France occupée. Mais c'est du renseignement typiquement militaire. Hein, absolument. Et donc Pierre Nord, son expérience lui permet en fait de placer les bonnes personnes au bon endroit. Donc une qualité, on va dire, managériale, dirait-on aujourd'hui. Alors il recrute dans les blanchisseries pour connaître les corps d'armée en poste dans les villes occupées, en étudiant les uniformes laissés au nettoyage, dans les administrations, pour savoir ce qui est livré au transport aux troupes d'occupation. Vraiment des petits gestes, mais extrêmement importants. Donc son réseau, qui commence à être assez fourni, connaît comme tant d'autres, bien sûr, des coups durs, des trahisons, semant la mort dans les rangs de ses camarades, et tous mes camarades sont morts, et d'ailleurs un de ses ouvrages les plus connus, autobiographique. Ensuite, la fin de la guerre en 1944, l'étau se resserre le temps avançant, la Gestapo fusille par erreur un résistant d'ailleurs qu'elle prend pour lui. Mais rien ne l'arrête. Pierre Nord, il a passé l'intégralité de la Seconde Guerre mondiale en territoire occupé sans jamais se faire reprendre par les Allemands. Donc voilà, et ses efforts et ceux de son réseau permettent à la destruction d'une division complète, la 9e Panzerdivision SS Hohenstaufen, qui est stationnée à Chalon-sur-Marne à l'époque. Ces renseignements transmis aux Alliés permettent des bombardements mettant hors d'état de nuire plus de 400 chars et plus de 12 000 hommes. Alors il termine la guerre couvert d'honneur, quitte l'armée avec le grade de colonel, il se consacre complètement à l'écriture, il travaille dans une maison d'édition comme directeur de collection. Donc il publie près de 80 ouvrages, donc des polars, ses mémoires de guerre, aussi une trilogie donc dont on a parlé qui s'intitule « Mes camarades sont morts ». Il est reconnu en plus comme l'un des pères du roman d'espionnage et il inspire notamment la collection SAS de Gérard de Villiers. Sa droiture et ses idées politiques le font passer de mode un peu à partir des années 70, puisque bien sûr c'est un homme de l'ancien temps. Donc un autre grand résistant de droite qui s'appelle Alain Grioteret définira Pierre Nord comme catholique et conservateur et comme étant avant tout un nationaliste passionné. Ces livres se trouvent donc aujourd'hui, ne sont plus édités, mais ils se trouvent assez facilement sur internet ou si vous flânez le long des bouquinistes de la Seine pour nos auditeurs parisiens. Ce sont des polars assez légers qui se lisent avec plaisir. Sa trilogie sur la résistance est caractéristique, on va dire, d'un trait européen de la littérature parce qu'elle nous montre la tragédie de l'époque où la vie et la mort ne tiennent souvent qu'au hasard ou à la chance et où les choix peuvent influencer des dizaines de vies. Donc Pierre Nord, héros méconnu et modèle pour tout patriote et combattant nationaliste en quête de panache et de droiture. Absolument, en plus, sens du tragique très marqué, parce que c'est quand même incroyable d'allier, si vous voulez, les talents de l'homme, de l'art, de l'espionnage, et de l'auteur à succès. C'est quand même, et puis, en plus, c'est dans une belle langue. Alors, c'est un personnage vraiment étonnant. On en apprend énormément à sa lecture. Moi, j'étais en train de lire, il y a quelques semaines encore, son livre sur l'intoxication, pour avoir fait moi-même un petit peu de tripatouillage dans ce domaine-là, dans une vie antérieure, je dois vous dire que j'approche ces ouvrages comme un petit enfant, quoi. Il vous ramène en enfance, hein. Il vous explique tout, voilà, comment ça fonctionne. Non, c'est vraiment une lecture intéressante. Donc pour ceux qui ont pas trop le goût de la lecture, mais qui voudraient bien se plonger dans un bon roman, Pierre Nord a recommandé très très vivement ces ouvrages d'espionnage. Bah écoutez messieurs, on a évoqué donc ces belles figures. On recommencera l'exercice. Je voudrais juste, rappeler que si nous avons choisi d'évoquer ces figures, c'est encore une fois pour donner un exemple, sortir un petit peu des sentiers battus dans certains milieux, certaines passions pour les heures les plus sombres de notre histoire, par exemple, qui bercent malheureusement trop souvent une jeunesse qui manque à se trouver des modèles. Donc nous allons essayer de faire une contre-proposition à ces mythologies morbides en proposant des modèles d'hommes pour aujourd'hui et pour demain, tous des hommes d'action et tous des Français de toutes les époques qu'a traversé notre beau pays. Et nous recommencerons cet exercice si ça vous a plu. Donc je vous encourage à nous faire savoir ce que vous avez pensé de cette émission en mettant un pouce bleu ou rouge, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube et Facebook, et en nous laissant un commentaire. Chers amis auditeurs, je vous remercie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas, si c'est ton premier soir, tu dois combattre. Tu dois combattre. Aimez les westerns, vous ? Compte tenu des moyens dont on dispose, tiens-toi tranquille, oui. Oui. Face aux menaces. Oui, parce qu'Angela Merkel fait la cuisine. À partir des petites fiches que je gardais de chaque journée. Et son visage ne change pas. C'est à la fois allègre et un peu cruel. Et une chance parfois radicale pour chacun. Enfin, je suis pas redoutable. Non, c'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye. C'est l'État qui fait l'effort. Ça, on le
assez Rapidement, on traverse plus facilement à travers le paprika. Et c'est ce qu'il mérite. oui, évidemment. Ça fait partie du jeu. Très très cruel. Mais la récréation, ça peut être un moment très gai, très amusant. Ça peut être aussi un moment cruel. Oui. Avec le goût du riz. Très très cruel. Il n'y aura pas de perdant. D'abord, je l'assume. Très très cruel. Don't be rude. De vous arrêter. Ça fait partie du jeu. Je vous demande de vous arrêter. C'est un rêve vibrant. Je vous demande de vous arrêter. Don't be rude. Personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Traverser une période dure, mais ça plaît beaucoup aux dames. Bon. Je ne l'ai jamais vu. Oui, bah c'est amusant. C'est amusant, ça. Oui. Je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. C'est à la fois allègre et un peu cruel. J'ai résisté. Dans une gare. Ensuite, j'en ai fait quelques autres. Très très cruels. Oui, j'aime bien, ça se voit à travers le paprika. Et c'est pas tout à fait la cuisine qu'il apprécie. Pour ce printemps, mes amis, J'avais pas beaucoup d'ennemis de toute façon. personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Mais disons que le visitage a été assez carabiné, avec une dimension d'humour et un peu de distance, on traverse plus facilement. Oui. Et à chaque fois, généreuse, profonde. Eh bien, on laisse cette énergie à travers le paprika. Mais je ne la trouve pas.